Et oui, cette question, il faut se la poser. Que se passera-t-il vendredi si Standard & Poor's, on n'y est pas bien sûr, dégrade la note de crédit de la France? Bonjour Xavier Timbourg. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. On est sérieux 2 secondes parce qu'on a quand même une première ministre qui nous dit, qui évoque des discussions étroites avec l'agence américaine. La notation, encore une fois, la nouvelle notation possiblement est attendue vendredi. Et j'aurais pu ajouter être attendue fébrilement par le gouvernement. J'aurais tort d'ajouter ça? Non, fébrilement me paraît un mot juste. Il y a effectivement un tout petit peu de fébrilité dans cette attente de la notation par Standard & Poor's de la dette souveraine de la France. En anticipant probablement une dégradation et en craignant... Non, on ne sait pas, personne ne sait honnêtement. Non, en anticipant probablement une dégradation. C'est le scénario le plus probable? Disons que c'est à la fois le scénario le plus probable et en tout cas c'est celui qui pourrait justifier un peu de fébrilité, c'est-à-dire il y a déjà eu une dégradation de Fitch. Oui, mais pardon de vous le dire, mais ça n'a eu aucun impact sur les taux souverains français. Et là, on se dit peut-être qu'il en serait autrement si la première agence de notation au monde en faisait de même. C'est ça. Et puis avec l'idée qu'il y a une forme d'accumulation et de répétition, et que cette répétition, même si elle n'apporte pas beaucoup d'informations, en fait, au fond... Surtout que la dégradation de Fitch s'est faite pour des raisons politiques. C'est assez curieux d'être en passant. Qu'est-ce que vous appelez des raisons politiques? En disant que voilà, maintenant il y a des contestations en France et que donc les réformes seraient bloquées et donc le pays ne pourrait plus avancer. Oui, c'est vrai. C'est un commentaire qui a beaucoup été fait. Bon, quand vous lisez le communiqué de Fitch, il y a ce qu'ils appellent des drivers pour la dégradation. Il y a ceux qui sont marqués high, et là c'est principalement des éléments de finances publiques. Donc c'est le haut niveau de la dette, c'est le haut niveau du déficit. C'est une croissance économique qui est plutôt en ralentissement dans ce contexte, donc, et une hausse des taux d'intérêt évidemment. Et puis en intermédiaire, il y a les éléments de contexte social, évidemment, qui ont donc c'est pas le plus prégnant. Marqué, mais c'est pas le plus prégnant. Je pense quand même qu'il y a un peu une situation, alors, mais qui n'est pas spécifique à la France en fait, qui est vrai de beaucoup de pays dans le monde. Enfin, vous avez vu le psychodrame presque rituel maintenant du debt ceiling aux États-Unis. Oui, le plafond de la dette aux États-Unis. Plafond de la dette. Il y a un certain nombre de pays en zone euro qui ont des déficits importants. D'ailleurs, le pacte de stabilité et de croissance a été suspendu. Suspendu cette année, a priori, j'ai pas compris, ça revient l'année prochaine. Sous quel format? Pas clair. Alors, ça revient avec un format où il y aura... On s'écarte un peu du sujet, mais... Oui, un peu, mais il y aura une adaptation des règles, mais il y a quand même, probablement en 2024, un risque non négligeable qu'un certain nombre de pays, par application des règles du pacte de stabilité, se retrouvent en procédure de déficit excessif. Et c'est un peu la combinaison de tout ça. Donc des nouvelles pas très bonnes sur le plan économique, une accumulation de dettes, des déficits qui se réduisent pas. Pardon, je coupe, ça serait justifié que S&P nous dégrade en fin de semaine? Justifié, d'un point de vue qualité de crédit, capacité à honorer ses engagements, parce que c'est bien ça qui est noté, c'est bien ça ce que note... Si on est vraiment très honnête, la gradation très fine, les nuances extrêmes que les agences de notation font sur la capacité ou non de rembourser la dette publique sont quand même... Enfin, c'est de l'ordre du sexe des anges, c'est-à-dire que... Donc on posait la question franchement, est-ce que la France a une probabilité de faire défaut dans les 5 années qui viennent sur sa dette publique? Honnêtement, David, personne ne va vous dire, oui, il y a une probabilité de défaut. Cette probabilité, elle est aujourd'hui, la probabilité de défaut sur la dette publique française, elle est l'une des plus faibles sur tous les titres publics ou privés qui sont émis. Donc on est dans un scénario où si la France devait faire défaut sur sa dette dans les 5 ans qui viennent, c'est qu'on aurait un scénario cataclysmique par ailleurs. Autour de nous, ce serait aussi la Bérésina. Ce serait un massacre. Voilà. Par ailleurs, la zone euro s'est beaucoup renforcée depuis 2008 et surtout depuis 2012, la crise des dettes souveraines, en ayant comme doctrine qu'il fallait maintenir la cohésion de l'euro. Donc, non seulement cette probabilité est faible en soi, mais en plus, on sait que la Grèce n'a pas fait défaut. Donc, imaginez... La taille de la Grèce n'est pas la taille de la France non plus. Oui, mais et les pare-feux qui ont été instaurés à l'époque, tiendront-ils, seront-ils efficients, efficaces? Ok, mais alors là, vous voyez, on rentre dans des scénarios où on imagine que... c'est too big to fail, en fait, c'est le too big to fail, quoi. Oui, d'une certaine façon. En tout cas, ça renvoie au fait que le contrôle de la dette publique aujourd'hui en France, il n'est pas fait par les marchés et par la notation des agences, il est fait par la partie politique, le pacte de stabilité et de croissance,
et l'articulation avec la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, honnêtement, la probabilité de défaut, elle est pas estimable, elle est incommensurable. Pourquoi est-ce que le gouvernement est fébrile dans ces cas-là? Parce qu'à quelques jours, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'à quelques jours du verdict, Elisabeth Borne, la Première ministre, rend officielle ces discussions étroites avec Standard & Poor's? Quel message elle veut nous faire passer? Que la France fait des efforts pour consolider ses comptes publics. D'ailleurs, on a eu d'où peut-être d'ailleurs l'annonce du gel de 1% des dépenses la semaine dernière. Je pense que cette fébrilité est en partie un peu surjouée pour éviter de paraître trop arrogant et de dire mais non, il n'y a pas de problème avec la dette publique française et donc voilà, et d'envoyer des messages, pas simplement au marché ou à Standard & Poor's, mais d'envoyer des messages aussi à la Commission européenne, qui justement va rentrer dans un examen de plus en plus critique des perspectives de finances publiques, pour dire, voilà, la France se préoccupe de cette question, la France est sensible à l'argument qu'on puisse douter de la soutenabilité de cette dette publique, la France présente des mesures, essaye de convaincre Standard & Poor's, peut-être que Standard & Poor's finalement ne dégradera pas la France et que le ministre de l'économie et des finances publiques pourra dire bah, regardez, on a réussi à convaincre Standard & Poor's qu'on n'était pas dans une si mauvaise situation que ça. Donc il y a un jeu qui n'est pas forcément un mauvais jeu, qui vise à montrer son sérieux et son attention à ces sujets-là, en surjouant un peu la fébrilité probablement, parce que très honnêtement, d'ailleurs si vous lisez le communiqué de Fitch, encore une fois, vous verrez qu'il y a quand même des points positifs sur la dette publique française, et en particulier il y a l'accès au marché qui reste un des meilleurs du monde, même à l'intérieur de la zone euro. Faisons un peu d'économie fiction. Qu'est-ce qui se passe? Vendredi, S&P nous dégrade la note de crédit de la France. C'est une catastrophe. Est-ce que l'État français aura plus de mal à s'endetter? Est-ce qu'il s'endettera plus cher? Est-ce que c'est juste un mauvais signal envoyé au marché? Est-ce que c'est un poison lent qui produira ses effets dans la durée? Alors, il peut se passer plein de choses. Ou rien. Il ne se passera rien. Bon, le plus probable, on peut glisser comme un pet de lapin sur une toile cirée mouillée. Un peu, c'est ça. Vous restez responsable de cette image, mais s'il vous plaît. Mais je l'approuve. Bon alors. Je la réutiliserai à l'occasion. Un jour. Mais bon, imaginons même qu'il y ait une très forte dégradation. Voilà, que Standard & Poor's décide de marquer le coup en disant non mais là on n'est pas du tout convaincu. Voilà. Imaginons même que du coup, il y a un certain nombre d'opérateurs sur les marchés qui se disent tiens, c'est peut-être le moment de tester un peu la détermination de la Banque centrale. Est-ce qu'elle bougerait si on attaquait la France? Et donc, pourquoi pas de commencer à vendre un peu de dette publique française pour voir ce qui se passe, réorganiser des portefeuilles et voir la réaction potentielle de la Banque centrale. Alors oui, la Banque centrale peut quand même faire perdre de l'argent à beaucoup de gens dans ce cas-là, parce que elle peut acheter cette dette publique et maintenir le prix. Enfin, aujourd'hui, elle relève les taux, elle n'achète plus de dette publique, elle est sortie de sa période d'assouplissement quantitatif, elle a comme vocation à resserrer les liquidités, à relever les taux. Dette publique, en fait, malgré la sortie du quantitative easing, c'est quand même encore une possibilité. Oui. Il faut que ça soit grave. Oui, mais par ailleurs, vous voyez, enfin, ça peut passer par la Banque centrale française, la Banque de France, qui peut faire les rachats, donc en fait qui n'engage pas les autres partenaires du système européen de banque centrale. Bon, il y a quand même, voilà. Mais pourquoi pas? On pourrait imaginer qu'il y ait des traders, des fonds spéculatifs, un peu joueurs, qui se disent on va voir, on va essayer de tester pour voir comment ça réagit derrière. C'est-à-dire, est-ce que, oui, la Banque centrale européenne ne dit rien? Peut-être d'ailleurs ce que va dire la Banque centrale européenne jeudi, dira dans sa prochaine réunion, aura aussi beaucoup d'importance sur cette question. Donc voilà, on ne sait pas très bien, mais on pourrait avoir un petit scénario de test. Et là, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire qui réagit, qui ne réagit pas. Est-ce que les autres opérateurs de marché achètent cette attaque contre la France? C'est pas le scénario le plus probable. Non, on est vraiment dans... Quel est le scénario le plus probable? C'est qu'il y ait dégradation et qu'au final... C'est qu'il y ait une dégradation modérée avec un communiqué tempéré qui va répéter un peu ce que dit Fitch, c'est-à-dire, bon, il y a des points qui nous inquiètent, mais il y a quand même encore des points très solides, qu'il y ait une dégradation modérée de la note. Et puis, quel impact sur le coût de financement de l'État français? C'est le sujet, parce que d'ailleurs, c'est nos impôts quand même. Ça n'a aucun impact sur le coût de financement de l'État. Donc on fait cette vidéo pour rien? Non, je ne dirais pas ça, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de catastrophe qu'il ne se passe rien. C'est déjà bien d'être assuré. Le pire n'est toujours pas certain. Oui. Et puis bon, voilà.
On n'est pas obligé de vouloir qu'il y ait une augmentation des coûts de financement de la France, etc. Non, mais en gros, ça devrait passer à peu près crème, vous écoutez. Hein. Ça devrait passer à peu près crème, effectivement. Ouais, c'est très fleuri aujourd'hui, mon langage. Hein, mais je pense que la partie, elle ne se joue pas, encore une fois, entre l'État français et Standard & Poor's, ou entre l'État français et les emprunteurs sur les marchés. C'est spéculateurs versus BCE. Elle se joue entre la France et la Commission européenne, la France et les autres partenaires de la zone euro, et la France et la Banque centrale européenne. Voilà, si la Banque centrale européenne passe un petit message en disant non, mais nous avons confiance dans les mécanismes du pacte de stabilité et de croissance pour garantir la soutenabilité de la dette publique, tout le monde comprendra qu'il n'y a rien à gagner à spéculer contre un grand pays de la zone euro, que, en fait, même en spéculant contre un grand pays de la zone euro, on va pousser la Banque centrale européenne à affirmer une action. Bon, la Banque centrale européenne est prête à soutenir l'Italie, elle est prête à soutenir l'Espagne. L'heure serait grave quand même si on en était là. Bah, l'heure serait grave, pas simplement pour la France, elle serait grave pour l'ensemble de la zone euro. Voilà. Et aujourd'hui, personne n'a ni besoin ni envie d'une crise des dettes souveraines en zone euro déclenchée par la France. Donc voilà, il faut vraiment compter que cette fébrilité affichée et suffit à prévenir le drame. Ouais, même si dans le fond, on se quitte là-dessus, on devrait être à 4,9% de déficit public en 2023 avec 115 points de PIB de dette et cet objectif affiché par le gouvernement de 2,7% en 2027. Voilà, c'est pas exceptionnel comme bilan financier. C'est pas exceptionnel comme bilan financier. Et maintenant, en zone euro, quand on se compare par rapport aux autres, on n'est pas bon élève. En termes de déficit, on est même le pire des élèves. En termes d'augmentation de la dette publique, on n'est pas le pire des élèves suite à cette séquence de crise, Covid plus invasion de l'Ukraine par la Russie. Ouais. Non, on n'est pas le pays le pire. En déficit, là, sur 2023. En déficit Quasiment sur 2023, oui, parce qu'on Ouais. continue un certain nombre de mesures de soutien à l'économie, mais elles vont s'éteindre en 2024. Et oui, la France n'est pas parmi les pays qui ont le déficit le plus réduit, mais voilà, annoncer à la fin du mandat d'Emmanuel Macron 2,7 d'être en dessous des 3% du pacte de stabilité et de croissance, c'est en tout cas un gage de bonne volonté vis-à-vis de l'Europe. Enfin, c'est difficile de faire moins, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un gage qu'on prend cette question au sérieux et qu'il n'y a pas de dérapage. Je vous rappelle quand même que l'inflation réduit un peu le poids de la dette. Oui, c'est bien de le rappeler. Oui, il faut le rappeler. Et l'inflation est en train de produire une réduction des dépenses publiques dans le PIB comme jamais on en avait. Comment on l'explique simplement avant de se quitter? On l'explique simplement. Enfin, je vais regarder la masse salariale pour la fonction publique. Quand vous indexez les salaires à 3,5 points, ce qui a été fait l'été dernier, alors qu'il y a 5 ou 6% d'inflation, vous réduisez le pouvoir d'achat des fonctionnaires, mais vous réduisez aussi la masse salariale. C'est comme si vous aviez réduit la masse salariale en termes réels de 2 à 3 points. Donc l'inflation permet effectivement donc de... permet une sacrée décrue. Alors il y a des consommations publiques qui voient leur prix augmenter, comme les achats de carburant par exemple. Donc ça pèse sur les finances publiques, mais vous voyez, les impôts sont plutôt indexés sur les valeurs nominales, et là, la dépense en salaire, elle est moins qu'indexée sur les valeurs nominales. Donc oui, ça permet une très très forte économie sur la masse salariale, alors qui finira par être rattrapée, mais dans l'intervalle, il y a quand même une économie de dépenses qui aura été réalisée. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.